Bonjour, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission Carrefour sur le gros cœur avec le professeur Christophe Bouramoué. Professeur, y a-t-il des précautions à prendre en cas de voyage ou de long déplacement quand on souffre du... Oui, parce que il est établi que les voyages longs, surtout ceux qui font plus de 6 heures, mettons Paris-Brazza par exemple, Oui. Si pour certains sujets prédisposés, on peut être victime d'un accident thromboembolique, mettons d'une embolie pulmonaire. Et ces embolies, souvent, se produisent quand on sort de l'avion, on descend de l'avion. Et la plupart du temps, c'est si l'avion n'est pas suffisamment pressurisé, ce qui est quand même rare, mais c'est souvent des sujets qui sont eux-mêmes prédisposés, soit parce qu'ils ont du poids, soit parce qu'ils ont une mauvaise circulation au niveau des jambes, soit parce qu'ils sont restés tout le long sans bouger, etc. Et donc, la meilleure façon, c'est il faut remuer les jambes, il faut, quand on peut, parfois faire le couloir, quand ce n'est pas interdit. Non, dans l'avion, on n'interdit pas aux gens de... Oui, ça, de bouger. Il faut mobiliser. Et puis, même quand on est dans son siège, il faut de temps en temps mobiliser les jambes. On peut aussi, et c'est bien, porter des bas de contention, mettre des bas de contention. Si on est vraiment marché, c'est bien. Rarement, mais ça peut se faire, on peut lui donner ce qu'on appelle un antiagrégant plaquettaire, notamment les petites aspirines des enfants, à prendre. De l'aspégique? Oui, 2-3 jours, l'aspégique 100, 150, 125, etc. À prendre 1-2 jours, 3 jours avant l'avion, ça aide. Ah, 3 jours avant? 3 jours avant le voyage, hein? Oui, parce que ça n'agit pas dans l'immédiat. Ah, il faut quand même prendre des précautions avant. Pas pendant. C'est-à-dire que pendant qu'on est dans l'avion, non. Ah bon, on peut continuer, mais il vaut mieux qu'au moment où l'avion va commencer à voler, machin, tout ça, que vous ayez déjà des conditions physiologiques assez accomplies à ce niveau-là. Donc, c'est ça que je conseille et c'est ça qui est conseillé en général. Professeur, qu'est-ce qu'un souffle cardiaque? Le souffle cardiaque, c'est le bruit que fait le sang, le flux sanguin à l'intérieur du cœur. Je vous ai dit que le sang passe par exemple de l'oreillette gauche au ventricule gauche en passant par la valve mitrale. La valve mitrale, c'est cette porte qui fait communiquer l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Le sang passe ensuite du ventricule gauche à l'aorte en passant par l'orifice aortique. L'orifice aortique, c'est la porte qui fait donc communiquer en systole, pendant la contraction, le ventricule gauche et l'aorte. Normalement, on entend chez le sujet que le bruit d'ouverture et de fermeture de ces portes-là, que nous appelons des valves. Alors ça fait par exemple tamta, tamta ou tumta ou tata, tata comme vous voulez, on entend que ça, tumta, tumta. Et entre les bruits, il n'y a pas, entre ces bruits physiologiques, tout est silencieux, il y a le silence. Et il y a un souffle lorsqu'il y a des turbulences entre les tumta, 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 entre les deux, il y a un bruit turbulent. Ce bruit turbulent est dû à l'existence, par exemple, d'un rétrécissement ici, ou d'un rétrécissement au niveau de l'aorte, ou que le sang aille
du ventricule gauche à l'oreillette gauche, donc fait le sens interdit, ou de l'oreillette gauche au ventricule gauche, mais à travers une porte qui est diminuée. Si la porte est diminuée, le sang passe en faisant du bruit. Il y a des turbulences. Pareil ici, si c'est rétréci ici, eh bien, le ventricule gauche, il se contracte et exerce une pression de 120 mm chez quelqu'un qui n'est pas hypertendu. Mais s'il y a un obstacle ici, la pression devient à 180, même 200 mm de mercure. Et ici, par exemple, à 120. Il y a donc un gradient de pression de 60, parfois de 80 mm de mercure, et ça fait du bruit. Pour illustrer ça, quand vous arrosez votre jardin, si vous n'avez qu'un tuyau simple, et vous voulez envoyer l'eau beaucoup plus loin, et vous obturez une partie du tuyau. Absolument. Oui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai mon tuyau là, je l'ai laissé passer. Ouais. Si j'obture un peu, pour mettre plus de pression. Ouais. Si j'obture, eh bien, je vois le jet qui va beaucoup plus loin. Au lieu d'aller à quelques mètres, il va beaucoup plus loin. Et il fait du bruit. Et c'est le mécanisme, c'est ça le souffle systolique. Donc le souffle traduit une lésion organique en général. Ça peut traduire une lésion fonctionnelle si c'est un sujet particulièrement nerveux, dont le sang circule vite aussi, ça peut souffler un peu. Mais on arrive à faire la différence entre un souffle qu'on pourrait dire fonctionnel et puis un souffle anormal ou pathologique. Voilà. L'hypertension artérielle et le diabète favorisent-ils la survenue de cette maladie? Enfin, disons le gros cœur, hein, parce qu'on est sur le gros cœur. Hein. L'hypertension artérielle et le diabète. Les deux... Mais oui, forcément. Toutes les maladies du cœur aboutissent à une insuffisance cardiaque. Oui. Le cœur ici, il y a 3 couches. Il y a une couche qu'on ne voit pas bien. Mettons que si c'est celle qui est en noir, ça s'appelle l'endocarde. Si l'endocarde, l'intérieur du cœur, est atteint pour une raison quelconque, la plus simple, c'est l'endocardite, l'inflammation, l'infection, eh bien, il peut y avoir des problèmes. Si c'est ici, c'est la myocardite qui peut être virale, même grippale, n'importe quoi. Donc, toutes ces lésions tout le long provoquent un gros cœur. Je commence par le diabète plutôt. Or, le diabète, c'est l'ennemi numéro 1 des artères. Diabète, ouais. Or, le cœur, lui, il a ses artères. Quand les artères du cœur sont atteintes de fait d'un diabète sucré, ça s'appelle l'artérite coronaire diabétique ou l'insuffisance coronarienne diabétique. Et c'est une maladie grave puisqu'elle peut aboutir à l'infarctus du myocarde. Alors, à partir de là, l'infarctus du myocarde, ça suppose que le muscle peut se déchirer, se contracter mal et se dilater. Et pareil, on aboutit à une insuffisance cardiaque. L'hypertension artérielle, par définition, le muscle s'hypertrophie. Il devient de plus en plus épais. Mais à un stade avancé, et pour des raisons multiples, soit parce qu'on a fait entre-temps une infection virale, par exemple, soit parce que c'est dans l'évolution des choses, le cœur, au lieu de continuer à s'hypertrophier, à devenir de moins en moins grand ici, parce que son hypertrophie va vers l'intérieur, eh bien, il se dilate. Eh bien, se dilatant, il devient gros, et donc l'hypertension artérielle peut provoquer un gros cœur. Son évolution même naturelle est à un moment donné de provoquer un gros cœur. Alors, pour l'hypertension artérielle, il ne faut pas attendre d'avoir un gros cœur pour s'occuper de cette affection. Parce que le stade de gros cœur dans l'hypertension artérielle suppose des joies. Soit que le cœur est dilaté, donc le ventricule gauche dysfonctionne dans sa phase d'envoi de systole, d'envoi du sang dans l'organisme, soit il dysfonctionne, mais dans le sens du remplissage de réception du sang qui vient de l'oreillette gauche. Donc il vaut mieux ne pas attendre que le cœur soit trop gros dans le cas de l'hypertension artérielle. C'est vrai que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès chez la femme? Et je n'ai pas tout à fait cette notion de vous dire honnêtement que la femme est quand même globalement la moins exposée à ces histoires de cœur. Mais
puisque le Congo, sur ce plan particulier, est assez en avance. Nous avons beaucoup de femmes responsables qui ont de gros postes. Celles-là subissent les stress socio-professionnels que subissent les hommes. Et donc, elles sont exposées à l'athérosclérose, à toutes ces maladies. Donc, c'est probable. Mais que ce soit la première cause de mortalité, c'est possible. Mais je n'ai pas tout à fait la notion, je ne l'ai pas maîtrisé. Et mes travaux se sont arrêtés depuis que je suis allé à la retraite et je n'ai pas tout fait. L'athérosclérose, c'est quoi, professeur? Parce que je rebondis sur le... L'athérosclérose, mais en fait, c'est la dégénérescence des parois, des artères, dégénérescence fibreuse et lipidique ou fibrolipidique, avec un rétrécissement par endroits, dilatation par d'autres endroits. Et c'est ça qu'on appelle l'athérosclérose. Mais ça aboutit toujours, quand ce n'est pas bien soigné ou quand ce n'est pas soigné à temps, ça aboutit toujours sur la maladie du gros cœur. Ça, oui, c'est imparable. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Mais je voulais vous dire que j'ai dit que toutes les couches du cœur peuvent être à l'origine des maladies qui aboutissent à la cardiomégalie, c'est-à-dire au gros cœur. Et quels sont les gens à risque? Eh bien, les personnes à risque. Les gens à risque, il y a d'abord, il faut reconnaître, il y a la notion de l'âge. Les risques augmentent avec l'âge. Okay. Donc, chez la femme, mettons, à partir de 55 ans, c'est déjà un facteur. Chez l'homme, c'est même avant, parfois 45, parfois 50 ans. Donc, il y a le facteur âge. Chez nous, ici, le deuxième facteur de risque, à mon sens, et d'après les travaux que nous avons pu faire dans le service de cardiologie et de médecine interne du CHU, c'est l'hypertension artérielle. C'est un gros facteur de risque. L'hypertension artérielle est à la fois un facteur de risque et une maladie. Une maladie parce que ça aboutit au gros cœur et un facteur de risque parce que ça engendre parfois d'autres facteurs de risque. L'hypertension artérielle entraîne toujours une cohorte d'autres maladies comme le diabète sucré, l'obésité, etc., etc. Donc l'âge, l'hypertension artérielle, le diabète sucré, alors les anomalies lipidiques, les anomalies des lipides en général, dont le cholestérol. Donc le cholestérol qui est très important. Donc, ce sont les principaux facteurs de risque. Il y a aussi l'obésité, le surpoids, qui est très important, et la surconsommation d'alcool. Je crois qu'il est important, à l'occasion d'une émission comme celle-ci, d'insister sur le rôle de la consommation excessive de l'alcool, dans la genèse de l'hypertension artérielle. L'alcool est un facteur hypertensif de premier plan, surtout en Afrique et particulièrement au Congo. Et on remarquera que les accidents les plus graves à type d'hémorragie cérébrale, à type de paralysie ou faiblesse d'un côté du cœur, proviennent la plupart du temps en week-end et surtout les week-ends fériés et suffisamment arrosés. J'entends en alcool. Donc l'alcool est un facteur important et il faut en tenir compte quand le médecin vous prescrit les médicaments et que vous êtes hypertendu, il met le régime et il met, entre autres, pas d'alcool. Alors dans un premier temps, pas d'alcool, et lorsque vous êtes sage et que les chiffres sont normalisés, il pourra vous dire la proportion d'alcool que vous pouvez prendre et qui n'excède que très rarement un verre de vin à table au repas de midi, quand vous êtes déjà bien stabilisé. Voilà donc les principaux facteurs. Et le tabac? Pardon? Le tabac? Ah ben il y a le tabac. Le tabac, c'est surtout en Occident. Ah, mais les Congolais vous voyez, les Congolais fument. Les Congolais fument aussi. Hein. Oui, mais ils fument beaucoup moins, mais c'est un gros facteur de risque. Un facteur de risque essentiellement artériel et qui expose aux artérites des membres inférieurs. Le tabac est un facteur de risque important. Mais globalement, il faut reconnaître, dans ce cas particulier, vous avez parlé d'hommes et de femmes, chez nous, les femmes quand même fument moins que les hommes. Non, ouais. Et les hommes fument moins que ceux de l'Occident, par exemple, des pays développés. Les femmes, les mécanismes par lesquels elles développent l'insuffisance coronarienne,
qui aboutit parfois à des infarctus du myocarde, ce n'est pas tellement le tabac, c'est les facteurs de stress socio-professionnels. Elles ont les mêmes responsabilités que les autres, elles comprennent bien qu'elles doivent les assumer, et les assument, mais il y a ce risque-là. Alors, faut-il craindre une atteinte d'autres territoires de l'organisme? De quel point de vue, Sylvain? Bah, dans le cas du gros cœur. Dans le cas du gros cœur. Ah oui, ah oui. Mais bien sûr, quand on a un gros cœur, bon, il est dilaté globalement, oui. Je vous le disais. Oui. Mais prenons simplement le côté droit. Quand le côté droit, le cœur droit est dilaté, il y a des caillots qui se forment. Ces caillots qui se forment, à un moment donné, le ventricule droit envoie le sang dans le poumon. Si le caillot y est, vous faites une embolie pulmonaire. Vous voyez déjà. Et l'embolie pulmonaire, ça c'est le poumon déjà. Bon, mais si c'est plus bas, au niveau des jambes, vous pouvez faire une phlébite. Gros de jambes inflammatoires. Mais l'insuffisance cardiaque, c'est au niveau des reins, par exemple. Il y a ce qu'on appelle les reins cardiaques. Les reins dysfonctionnent et les jambes, les édèmes des jambes vont aussi à la face et tout ça. Et les reins ne fonctionnent plus bien comme un filtre normal et ça retentit sur les reins. Et bien sûr, un peu sur le cerveau, mais quand même, je crois que le cerveau s'en tire relativement bien dans le cas du gros cœur, sauf des extrêmes. Sauf des extrêmes. Donc les viscères, la plupart des viscères en pâtissent et tout ça, le système urologique également en pâtit. Quelles sont les conséquences sur la vie sexuelle? Mais je crois que à partir du moment où la sexualité de l'homme, enfin l'homme ou la femme, hein, c'est mettons sur le cœur. Hein. Ouais, bon, prenons l'homme par exemple. La sexualité de l'homme est essentiellement centrée sur le flux sanguin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Bon, oui. alors à partir du moment où ce flux sanguin est affaibli à tous les niveaux, eh bien, il y a dysfonctionnement des organes aussi génitaux et donc des organes de l'homme particulièrement. En plus, il y a des médicaments. Et la plupart des médicaments qu'on emploie, ils ne sont pas vraiment faits pour ravigoter, pour améliorer les performances sexuelles. Alors, y a-t-il des restrictions par rapport à la conduite d'une voiture? Eh bien, si vous avez un gros cœur qui est asymptomatique, qui est documenté, vous conduisez normalement. Mais si, en documentant, on trouve par exemple que vous avez un trouble de la conduction auriculo-ventriculaire, comme je vous parlais de la circulation du courant, si vous avez un bloc cardiaque, il faut l'appareiller. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, le voile que vous avez devant les yeux, vous ne voyez plus rien, vous perdez connaissance. Ça peut arriver quand vous êtes en automobile. Donc, vous ne pouvez pas conduire dans ces conditions. L'appareil, comment? C'est quoi l'appareil? C'est un stimulateur cardiaque? C'est-à-dire mettre un pacemaker, mettre un stimulateur, un courant de substitution, un dispositif qui délivre le courant à la place du courant physiologique du cœur. Mais il y a d'autres maladies. Si vous êtes trop essoufflé, si vous n'êtes pas... Vous ne conduisez pas. Il y a un certain nombre. C'est réglementé sur le plan international. Vous ne pouvez pas conduire si il y a un certain nombre d'anomalies, et particulièrement ce que j'ai signalé, le bloc cardiaque symptomatique. Alors, professeur, quelles sont les habitudes alimentaires pouvant favoriser la survenue d'une maladie cardiovasculaire? Oui, c'est une question très importante. Ce sont les mesures hygiéno-diététiques. Je crois que globalement, nous pouvons dire que les végétariens, sur ce plan-là, vivent mieux que ceux qui consomment des viandes et les matières. Donc, il faut privilégier les légumes verts, les aliments qui contiennent des oxydants, et puis le poisson, et limiter les éléments qui ont tendance à provoquer justement l'athérosclérose, et notamment les graisses saturées. Les graisses saturées, donc dans le choix des graisses, je suis plutôt en train de vous expliquer
ce qu'il faut prendre et non pas ce qu'il ne faut pas prendre. Oui, il n'y a aucun aliment directement qui génère le gros cœur. Mais ce qui facilite l'athérosclérose, c'est les graisses. Il faut éviter les graisses. Oui, les graisses, je sais pas moi, certaines margarines, certaines huiles, certaines viandes. Oui, les viandes. Alors qu'il faut privilégier les fruits, les légumes, l'huile de fruits, par exemple l'huile de maïs, l'huile de soja, etc. L'huile d'olive, oui, qui contient, les huiles qui contiennent beaucoup plus d'oxydants. C'est ça. Mais je ne peux pas vous dire, franchement, ce qui ne provoque pas le gros cœur. Qu'est-ce que techniquement vous appelez chaîne de survie? La chaîne de survie est un concept important. C'est un ensemble d'activités à mener en urgence pour sauver la vie d'un sujet qui est en détresse, qui est en arrêt respiratoire subite. Et cette chaîne comporte des actions qu'il faut exécuter au maximum en 10-15 minutes. Alors, vous voyez quelqu'un qui tombe, qui fait un infarctus, par exemple, ou qui a une douleur importante. La première des choses, si vous avez des structures bien développées, vous appelez un service d'aide médicale d'urgence, qu'on appelle par exemple à Paris le SAMU. Ouais. Le SAMU. Et ceux-là, ils viennent rapidement. Mais en attendant, puisqu'il y a un arrêt cardiaque, il faut faire fonctionner, faire en sorte que le cœur batte. Alors le cœur bat, on fait un massage cardiaque. Un massage cardiaque. Ceux qui sont là doivent être entraînés. Tout citoyen doit pouvoir faire un massage cardiaque externe. Oui, mais ça, vous, les cardiologues, de vulgariser ça. Oui, mais voilà. Et troisième geste, alors, pendant ce temps, il y a quelqu'un qui donne de l'oxygène. Alors, si vous n'avez pas de l'oxygène sous forme de ballon, vous faites de bouche à bouche, le nez bouché, et vous donnez l'oxygène par la bouche, régulièrement. Et il y a un autre qui appuie sur le cœur fonctionne, et l'oxygène est donné par une autre personne, et vous attendez comme ça, jusqu'à ce que les gens équipés viennent. Et quand ils viennent, le troisième geste à faire important, c'est la défibrillation. Parce que généralement, quand le cœur s'arrête comme ça, il faut le défibriller, utiliser un fibrillateur. Et après, il faut l'emmener en soins intensifs cardiologiques où on mettra tous les dispositifs en place pour lui sauver la vie. C'est ça la chaîne de survie. D'accord. Okay. C'est pas très vulgarisé au Congo, professeur. Ah ben ça devrait l'être. Il n'y a pas de raison. Mais c'est la faute à qui ça? C'est la faute au cardiologue ou ah ben c'est pas au cardiologue. À l'administration? Je ne sais pas. Okay. Les cardiologues, il y a plusieurs intervenants. Il y a plusieurs intervenants. Les médecins, surtout les urgentistes, vrais. Parce que les urgentistes sont des gens qui ont des compétences et qui résolvent les problèmes. Et vous n'êtes compétent que si vous résolvez les problèmes des gens. On ne peut pas être compétent et ne pas résoudre les problèmes. Si vous ne résolvez pas les problèmes, c'est l'incompétence. Si vous résolvez les problèmes, vous êtes compétent. Alors les urgentistes, eux, ils interviennent, mais ils vont vous demander les conditions ou les conditionnalités pour une intervention, notamment leur mobilité, le matériel, le machin, etc. Et puis leur motivation, enfin, vous savez les problèmes congolais, tout ça, etc. Si un urgentiste, vous l'appelez, il est en train de dormir ou il a fait trop d'heures supplémentaires et qu'il est fatigué, il n'y a pas un remplaçant. Voilà. Ou s'il est laissé pour compte, ou il s'estime laissé pour compte, il n'est pas motivé. Il y a beaucoup trop de facteurs qui interviennent pour qu'on puisse s'attarder. Mais en fait, c'est qu'une question de volonté politique et de volonté. Je me demande s'il faut parler de volonté des médecins. Je crois que les médecins, ils ont une volonté qui leur est impulsée nécessairement par leur hiérarchie. Ils devraient pouvoir aller dans ce sens-là. D'accord. Ok. Ça, c'est un autre débat. Hein. Question d'une maman. Je suis maman d'un petit garçon qui va sur ses 4 ans. Je viens d'apprendre par son pédiatre
qui lui a fait passer une radio du thorax et qu'il aurait constaté une cardiomégalie. Je suis perdu, je dois faire quoi? Eh bien, c'est pas compliqué. Normalement, le pédiatre, c'est un spécialiste. Donc, cette situation doit être gérée par le pédiatre et les cardiologues. La cardiomégalie, on est toujours dans le. Ah ben nous avons parlé tout le long de la cardiomégalie. Oui, mais ça c'est notre cas. L'enfant a 4 ans. On a parlé du gros cœur, mais le gros cœur, c'est synonyme de cardiomégalie. Oui. On lui a dit cardiomégalie, on aurait pu lui dire gros cœur. Parfois c'est plus simple, hein, c'est plus compréhensible. Oui. Alors, il faut voir un cardiologue. Il faut que le pédiatre doit nécessairement travailler avec le cardiologue pour résoudre ce genre de problème. Mais c'est pour un enfant de 4 ans, comment vous expliquez ça, professeur? Ça arrive souvent? Mais il y a des maladies congénitales. Oui. C'est courant ça ou c'est des cas rares? Oh non, il y a beaucoup de maladies Non, la cardiomégalie chez les enfants. Oh, il y en a. Il y en a quand même, hein? Oui, il y en a. Dans le cas de cardiopathie congénitale ou des myocardites ou des myocardiopathies congénitales familiales, il existe. Ça existe, il y en a beaucoup. Le problème le plus facile à résoudre quand c'est un enfant ou c'est aussi difficile? C'est pas tout à fait ça. Mettons que si la découverte est précoce, c'est mieux que de découvrir ça 10 ans plus tard. Si l'enfant a 4 ans et que depuis 4 ans, on continue à faire des allées et venues au même endroit en répétant qu'il y a le gros cœur. Et si l'enfant est vu à un certain niveau de compétence qu'à 14 ans, eh bien, la situation n'est plus la même et les problèmes sont beaucoup plus compliqués, vous vous en doutez bien. D'accord. Professeur, quel est le conseil que vous donnez aux téléspectateurs? Le dernier conseil, le message? Oui, c'est le message, c'est-à-dire que quand on vous dit que vous avez un gros cœur, il faut d'abord vous efforcer d'établir la véracité de ce gros cœur. Parce qu'il y a des cœurs qui paraissent gros, en fait, ils ne le sont pas. Ensuite, il y a des gros cœurs qui ne sont pas pathologiques, comme le cœur du sportif. Une fois ceci éliminé, mais la meilleure solution, c'est de vous rabattre, d'aller en consultation de cardiologie. Quoi qu'il en soit, en consultation de cardiologie, là-bas également, vous allez avoir un certain nombre d'examens et c'est votre droit, la santé est votre propriété, et vous demandez toutes les informations possibles que le médecin est censé vous donner. Lorsque c'est une maladie qui peut être guérie médicalement, vous prenez des médicaments pendant un certain temps, ça disparaît. Il le dit, si c'est des médicaments à prendre à vie, le cardiologue également vous le dit, s'il s'agit d'une perspective d'intervention chirurgicale, eh bien, votre cardiologue également, non seulement vous le dira, mais c'est son devoir de vous brancher sur un service de chirurgie cardiaque habilité à résoudre ce genre de problème. Quoi qu'il en soit, la santé est un bien précieux et qui doit être géré strictement par les intéressés eux-mêmes d'abord, et puis quand il y a un problème médical, à la fois par vous-même et puis par votre médecin. Ce n'est pas un problème qu'il faut laisser de côté, il faut gérer par vous. Et il faut savoir que les efforts les plus importants qui vous sont demandés sont d'abord le respect des prescriptions médicales, et parmi ces prescriptions, ce sont ce que nous appelons les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire l'hygiène de vie, c'est-à-dire les conseils pour savoir qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre comme aliment, etc., etc. Et cet aspect est important, surtout si vous êtes obèse, si vous fumez, si vous êtes diabétique, si vous êtes hypertendu, ces aspects-là qui peuvent être résolus par votre propre comportement alimentaire ou autre, vous devez en tenir compte. C'est donc un bien qu'il faut gérer avec les médecins de façon à ce qu'il reste le plus longtemps possible. Voilà ce que je peux dire. Et au niveau du Congo, en matière de cardiologie, la maladie la plus fréquente et la plus méchante, c'est l'hypertension artérielle. Entendu, professeur. Merci. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci pour votre fidélité à Carrefour.
votre émission santé. Merci, professeur Christophe Bouramoué, pour vos précieux conseils. Les leçons à retenir du professeur: ne pas négliger vos soins médicaux, consultez votre médecin en cas de symptômes. C'est très important pour votre santé sur le long terme. D'arrêter surtout de fumer, car fumer augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Vérifiez votre niveau de cholestérol et votre pression artérielle. Bref, prenez soin de vous si vous voulez préserver votre capital cardiovasculaire. Merci, au revoir et à bientôt.